dans la palette des calques, vous allez créer un calque qui s'appelle, qu'on va appeler fond de page. Voilà, par exemple, fond de page. Donc vous cliquez sur l'icône évidemment du bloc de feuilles. Vous avez créé un calque. Chez moi, il s'appelle calque 8, chez vous aussi sans doute, puisqu'il y a 7 calques, on démarre tous du même document. Donc je vais l'appeler fond de page, mais je pourrais l'appeler n'importe comment. OK, voilà. Et ce calque, je vais aller le mettre en dessous de tout. Je le déplace, je le mets en dessous de tout. Voilà, en dessous de tous les autres. Bien. Alors, je vais verrouiller les autres calques pour être certain de ne pas faire de gaffe. Donc, je verrouille les deux autres, là, habillage et images et texte qui étaient déverrouillés visiblement. Je suis en train de travailler sur celui-là qui est déverrouillé. On va aller mettre un bloc gris très clair sur toute la page gauche et un autre sur toute la page de droite. Et on va faire en sorte qu'il apparaisse sur toutes les pages du document. Où le mettre pour qu'il apparaisse sur toutes les pages du document? Dans le gabarit de base, le gabarit qui est le grand-père des gabarits parents qui eux-mêmes sont les parents des petits-enfants, quoi. Voilà, il y a toute une hiérarchie de gabarits. Alors on va aller dans la palette page, menu fenêtre page. Voilà, dans la palette page, vous avez différents gabarits. Gabarit G qui est l'enfant du F, le F qui est lui-même l'enfant du B, le B qui est lui-même l'enfant du A. Vous voyez ça, hein, quand on regarde sur les pages, là, il y a la petite lettre, quel est le gabarit qui est appliqué sur le gabarit G, c'est le gabarit F. Enfin, vous connaissez, c'est le gabarit F, c'est le gabarit B. Donc, c'est des gabarits en cascade. On appelle ça aussi des gabarits en cascade. C'est très intéressant d'utiliser ça. Le gabarit B utilise le A. Donc le gabarit qui est à la base de tout, qui a permis de démarrer le document, construction par grille modulaire, très simple ici. On n'est pas dans les grilles modulaires suisses avec des nombres d'or, etc. Ça, je vous laisse approfondir si vous voulez. Donc on va aller double-cliquer sur le gabarit A. Voilà. Et là je vais double-cliquer sur la barre, parce que j'ai un écran avec peu de pixels, donc je double-clique sur la barre de la palette page pour la faire disparaître temporairement. Voilà. Barre d'espacement pour bouger. J'ai donc le gabarit A qui est un gabarit double page. Il est bien indiqué chez vous, en bas à gauche de la fenêtre du document, il a été indiqué A master, vérifié, parce que quand je dis double-cliquer sur le gabarit, souvent les étudiants font que cliquer, et ils sont restés sur une page, ils ne sont pas vraiment allés travailler sur le gabarit. Donc on vérifie, et vous avez évidemment des lignes horizontales roses comme ça, superbes. C'est moi-même qui ai choisi le rose utilisé, j'ai dû faire une étude spéciale en discothèque. Je suis allé au Fuse plusieurs fois pour savoir quel rose fallait utiliser, non je rigole. Ça n'existe plus le Fuse de toute façon. J'ai entendu parler que le Murano va rouvrir ou il a réouvert. Vous connaissez tout ça? Non, c'est important parce que si vous ne connaissez pas ça, vous n'allez pas réussir le cours. Hein. Ok. Alors, on est en train de travailler sur le calque fond de page. Voilà. Sur la page de gauche, là, je vais aller créer un bloc. Donc, on va activer la création de bloc. Voilà, sans les diagonales, parce que les diagonales, c'est quand on veut mettre des images. Quand on crée des blocs dans un document et qu'on prévoit de mettre des images, le fait qu'il y ait les diagonales indique que on sait que ça va contenir une image. Mais ici, on va utiliser ce bloc-là. Si vous voulez, faites passer la palette des outils hors de colonne, bien sûr. Ce sera plus simple, peut-être. Alors, au niveau du contour. Ah tiens, si je crée un bloc là avec cet outil d'office, il va avoir un contour gris. Je vais l'enlever avant de le faire. Voilà. Mettre la case contour à l'avant-plan, enlever le contour, ce sera pas plus mal. Voilà. Alors le fait qu'il démarre directement avec un contour gris vient certainement des styles d'objets. Oui. Oui, si vous voulez, vous pouvez aller dans le menu fenêtre style d'objet. Fenêtre style d'objet. Windows Styles, Object Styles. Dans ce cas-là, c'est facile.
Et vous voyez les différents styles d'objets, donc les pré-réglages de blocs qui existent pour ce document. Et alors ce qui est intéressant, c'est ceci, cette petite icône. Cette petite icône indique quel est le style qui doit être utilisé par l'outil ici, quand on crée un rectangle. Et en principe, si je déplace cette petite icône sur le style qui s'appelle 100, oui, 100 style, en principe, l'outil d'office aura aucune couleur de fond et aucune couleur de contour. D'accord? Vous comprenez le principe? On peut décider, pour accélérer le travail dans InDesign, chaque fois que je crée un bloc, il a tel ou tel style. Et là, je viens de dire, chaque fois que je crée un bloc avec cet outil-là, il n'a aucun style. Donc voilà l'explication des petites icônes bizarres qu'on voit là dans la palette des styles d'objets. Vous avez aussi la même chose pour les styles de texte. Le style de texte qu'on crée avec l'outil texte est d'office un style bloc de texte standard. Voilà, alors vous allez créer un bloc en démarrant de l'extérieur de la page comme ça, voilà. Vous le voyez là? Voilà, je vais lâcher le bouton à souris. Alors, peut-être qu'en sciant comme ça, c'est pas très visible. Je vais aller double-cliquer sur le calque. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais aller double-cliquer sur le calque fond de page et aller dire que la couleur va être différente. La couleur, je vais peut-être le mettre, tiens, en noir. Voilà, OK. Voilà. Donc, les vecteurs de ce calque apparaissent en noir. Là, on le voit clairement. OK, avec la flèche noire, je vais aller bien positionner le bord du bloc là sur la page de gauche, je vais aller bien le positionner sur la reliure, d'accord? Par contre, au-dessus, en dessous et aux extérieurs, on le fait déborder. Faites-le déborder d'1 centimètre, c'est bon, ça n'a pas trop d'importance. Enfin, en tout cas, pas de moins de 3 mm. Il faut que ça déborde de plus de 3 mm. Vous avez une page qui fait 21 cm de haut, si je me souviens bien. Menu, fichier, format de document. On est à 210 mm en effet de hauteur, donc vous voyez à peu près ce que fait 1 cm. Hein. À peu près, hein. On pourrait le faire déborder de 3 cm, c'est pas un problème. En tout cas, pas moins de 3 mm. Hein. Il ne faudrait pas faire un truc de ce style-là. Oui, il y a du magnétisme. Voilà, ce serait un peu risqué. OK. Et alors, vous allez modifier la couleur. On va aller créer dans la palette nuancier une couleur spéciale pour les fonds de bloc. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Donc, menu Window, Color, Swatches. Oui, Swatches. À ne pas confondre avec le Sasquatch qui est un Yeti américain. Rien à voir. Vraiment, arrêtez vos bêtises. Bon, alors, une fois que vous avez toujours le bloc qui est sélectionné, on met la couleur de fond en avant-plan, parce que c'est ça qu'on va modifier. On va mettre une couleur dans le fond. Et on va aller créer une couleur ici. Nouvelle couleur. On va décocher ici, nommer selon la valeur chromatique, parce qu'on va l'appeler couleur pour fond de page. Voilà, couleur pour fond de page. On va aller créer une couleur RVB. Vous savez qu'on peut, et c'est même conseillé par Adobe depuis une quinzaine d'années, il faut faire du RVB, sauf si vous avez une très très bonne raison de faire autrement. Parce que c'est à l'exportation du PDF qu'on transforme en CMJN le plus tard possible. Et quel CMJN? Ben c'est l'imprimeur qui va dire Fogra 27, Fogra 39, Fogra 29, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Parce que des CMJN, il en existe plein, en fonction du type d'impression, du type de papier qu'on utilise, l'endroit du monde où on imprime. Voilà. Donc, nouvelle couleur que j'ai appelée couleur pour fond de page. J'ai choisi qu'elle se soit créée en mode RVB. Et alors, je vais indiquer ici, par exemple, 100, touche tabulation, 100, touche tabulation, 100, touche tabulation. Voilà, on a du gris. On va cliquer sur OK. Bien, alors si vous double-cliquez sur la couleur, vous allez pouvoir la modifier. Même si l'objet n'est pas sélectionné, ça va marcher. Regardez, là je clique avec la flèche noire à côté de l'objet.
Dans InDesign, les couleurs sont globales, d'office, contrairement à Illustrator où il faut demander que les couleurs soient globales. C'est-à-dire quoi, global? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. Donc c'est-à-dire que si cette couleur ici est utilisée à différents endroits, mais c'est pas le cas, mais si elle était utilisée à différents endroits du document et que je la modifie dans le nuancier, ça va modifier partout sur tous les objets qui utilisent cette couleur. Il y a un lien entre la couleur et les objets. Système de couleur globale. Donc, quand je double-clique sur la couleur, là, dans le nuancier, j'ai la possibilité de cocher la case aperçue, c'est pas pour rien, c'est parce que je peux voir directement derrière ce que ça va donner. Et alors, pour modifier l'intensité de gris, j'enfonce la touche majuscule, je la garde enfoncée et je bouge un des trois curseurs, et ça bouge les trois. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe pour modifier l'intensité lumineuse d'une couleur, touche majuscule et on bouge. Et là, je vais mettre à peu près à 230 à peu près, et on voit qu'on a du gris clair. Ok. Alors, je redouble-clique sur la couleur pour vous montrer quelque chose. C'est une couleur RVB. Quand on mélange en quantité égale les canaux rouge, vert, bleu, on obtient du gris. L'œil n'arrive pas à déceler une dominante de couleur, sauf si l'écran est mal réglé. Ah. Mais c'est ça le principe. La même quantité de lumière rouge, vert, bleu donne du gris. Et alors vous avez ici le nom quadrichromie. Ça veut dire que dans InDesign, quand on va exporter le PDF, cette couleur sera transformée en CMJN, en 4 quantités d'encre. L'autre option, c'est ton direct, c'est utiliser une encre Pantone, par exemple, ou préparée directement par l'imprimeur en mélangeant des encres CMJN, c'est ce qu'on appelle un Band-Aid, qui va venir en plus du CMJN, vous voyez? Vous voyez parfois les encres Pantone, vous avez des magazines avec le titre en fluo. En plus du CMJN, on a une encre, un ton direct. Voilà. Donc c'est ça, ça pourrait paraître bizarre, on fait une couleur RVB, mais il est indiqué quadrichromie. C'est tout à fait logique. C'est si on exporte un PDF CMJN, ça indique que ce sera une couleur imprimée avec les 4 encres, si on magenta, jaune, noir, avec un système de tramage. Et c'est d'ailleurs pour ça que ici vous avez une espèce de trame qui est indiquée. Si c'était un ton direct, ce serait un carré avec un rond. Fin de la parenthèse ici. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déplacer le rectangle en enfonçant la touche Alt et la touche majuscule en même temps. Voilà, comme ça se déplace parfaitement à l'horizontale. Je le déplace sur la page de droite, je lâche le bouton de la souris, puis les touches, et voilà, j'ai un deuxième rectangle de ce côté-là. Bon, techniquement, on aurait peut-être pu faire un grand rectangle qui va sur les 2 pages, mais je préfère pas, parce que ça risque de compliquer les choses après. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ben déjà, on va aller voir dans la palette des pages. Menu fenêtre, page. En principe, en ayant mis ça dans le gabarit, le grand parent, je veux dire, toutes les pages devraient avoir ce fond gris. Une bonne manière de le vérifier, je clique à côté de tout, je vais aller modifier la couleur. Dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, je vais double-cliquer sur cette couleur pour fond de page, je vais aller la faire plus foncée, toujours avec la touche majuscule, c'est juste pour voir, hein, parce que déjà 231 c'est déjà fort foncé pour ce qu'on veut faire, mais enfin voilà. 142 ici, voilà. Alors, les vignettes ne le montrent pas encore, elles sont pas encore à jour, mais quand je vais double-cliquer sur les pages, je vois que chaque page a un fond gris. Ah oui, ça peut être classieux, un fond gris comme ça. Ça se fait. C'est des choses qui se font. Surtout sur du papier satiné, ça peut donner un bon effet. Pour des catalogues d'exposition, un fond gris en fond de page comme ça. Ok, donc ça fonctionne. Ici, je suis pas obligé de retourner sur le gabarit pour modifier la couleur. Je vais redouble-cliquer sur la couleur et aller remettre une valeur plus acceptable. Voilà. Ok, 237, ça fait du gris très clair. Eh bien, c'est subtil, mais le fait d'avoir mis en fond de page comme ça du gris clair, eh bien, aux endroits où il y a du blanc dans les images, c'est le vrai blanc du papier qui n'est pas sali.
C'est le blanc du papier qui n'est pas sali, c'est le vrai blanc du papier. Et là où il n'y a pas d'image, c'est du blanc du papier qui est sali avec un peu d'encre. Donc, résultat, les images ont l'air plus lumineuses. Très très bonne astuce quand vous faites un document et que vous voulez que les images aient de la pêche au niveau contraste, luminosité. Le fond, vous le faites un peu grisé, comme ça. Que ce soit donc pour un site web, pour un document sur écran, un magazine interactif, pour un document imprimé, peu importe. Alors plus tard, on verra aussi qu'il est possible de mettre une simulation d'un papier recyclé à la place du fond. Ça peut être très sympa aussi. Ça vous donne l'impression qu'il y a une matière sur le papier, des fibres. Et alors vous allez dire, mais quel intérêt, pourquoi ne pas imprimer directement sur du papier recyclé? Vous savez pourquoi? Premièrement, le papier recyclé, il coûte plus cher que le papier non recyclé. Eh oui. Et deuxièmement, il encrasse les presses. Ceci dit, si vous imprimez sur du papier recyclé, c'est écolo, c'est vendeur, d'une pierre deux coups, win-win, et vous pouvez indiquer à ce moment-là le petit logo imprimé sur papier recyclé. Que vous ne pourrez pas faire évidemment si c'est une simulation de papier recyclé avec de l'encre. Une tricherie, vous imprimez sur du papier neuf et vous donnez l'impression... C'est permis de le faire, mais il ne faut pas mettre le logo imprimé sur papier recyclé. Là, Alors voilà, on va enregistrer le document, fichier enregistré sous. Fichier enregistré sous, et je vous propose de modifier le nom pour faire la différence avec celui que vous avez reçu. Donc ici, je vais mettre 149. Enregistré. Voilà, vous venez d'enregistrer le document sous le nom 149. Vous avez mis donc un calque avec un fond gris. Un fond gris, là, et ça fait vraiment chanter les couleurs, comme disait la compagnie créole. Ça fait chanter les oiseaux, c'est ça qu'ils racontaient? Ouais, sauf qu'ici, les oiseaux, ils ont des plumes vectorielles, bien sûr, puisqu'on est en infographie. Arrêtez vos bêtises avec vos blagues stupides. Je n'en peux plus. Ok. Alors, on a un document qui est donc horizontal. Et il y a un problème avec ce document, c'est que le texte et parfois même les images ont été mises trop près du bord. Quoique les images ici, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout le texte qui est fort près du bord. Ça ne respire pas. C'est du remplissage. Plus vous faites un document avec des espaces vides, plus il est luxueux d'aspect. Plus c'est du remplissage, plus il fait bas de gamme. Donc si vous voulez donner un côté luxueux à un document, faites des espaces vides à certains endroits. Bon, ça peut être des espaces remplis par des fonds colorés. C'est pas interdit, ou des dégradés. Ou des images, et vous avez du texte seulement qui se superpose aux images sur certaines parties de la page. Mais là, il y a un petit problème. Il aurait fallu faire un document avec des marges plus grandes. Si j'affiche le document ici en affichage normal pour voir les constructions, je vois les bords de page. Ils sont là, noirs. Hein. Attention, hein, parce que ça, c'est le bord de notre bloc gris coloré. Hein. Mais le bord de la page, il est vraiment là. Et on voit que les marges sont apparemment standards. 12,7 mm de marge, c'est ce que InDesign vous propose d'office quand vous faites un document. 12,7, c'est bizarre comme mesure. Pourquoi 12,7? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 12? Quelqu'un a une idée? Réfléchissez. La moitié de quoi? Le 12,7 mm est la moitié d'un A4. Un A4, c'est 210 mm en hauteur et 297 en largeur, ou dans l'autre sens, si c'est un document vertical. Aucune idée? Allez, réfléchissez un peu. Bon, allez, je vous donne un indice. 12,7 x 2, ça fait combien? 12,7 mm x 2. Mais 25,4 mm. Et 25,4 mm, c'est quoi? Un pouce, exactement, un pouce anglais. Donc, InDesign, d'office, vous fait des marges d'un demi-pouce. Voilà, en mise en page, on rencontre souvent le pouce qui vient se mêler. Ceci dit aussi en infographie, d'une manière générale, quand vous parlez de résolution par pouce. Voilà.
Alors, on va aller voir dans... D'abord, on va aller dans la palette de pages, activer tous les gabarits, sauf le gabarit qui s'appelle 100, bien sûr, parce que là, il sert à enlever un gabarit d'une page. Ce petit truc-là, 100. Mais ici, vous allez cliquer sur la page de gauche du gabarit A, et avec la touche majuscule sur la page de droite du dernier gabarit, toutes les pages sont activées. Elles ont toutes les mêmes marges, en fait. Tout le document utilise les mêmes marges. On va aller voir quelles sont les marges dans le menu page, marge et colonne. Menu page, vous avez? C'est peut-être menu layout chez vous. Ouais, c'est ça, menu layout, la version anglaise. Marges and columns. Non, mais j'essaye de parler mal anglais, comme ça on va me payer un voyage à Londres gratuit. Hein. J'espère. Je récupère l'argent, je cotise après. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Les marges, 12,7 mm au-dessus, en dessous, de tête et de pied. Et vous avez des marges différentes ici. Vous avez 12,7 pour le grand fond. Ce sont les marges qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. On ne parle pas de politique ici. Hein. À l'extrême gauche du document en double page, donc sur la gauche de la page de gauche, et à l'extrême droite de la page de droite, donc la droite de la page de droite ici, voilà, c'est du 12,7 mm. Et au centre, vous voyez que ce document a déjà été prévu en pensant à l'impression. On sait qu'il y a une reliure au centre. On a fait une marge plus grande parce qu'on sait que si le texte va trop près de la reliure, surtout pour un document épais, bien sûr, ça pose problème. Il faut un petit fond, on appelle ça, avec une valeur plus grande. Et c'est pour ça que vous avez dans page, marge et colonne un petit fond qui est à 20 mm. Ok, alors vous allez décocher la case aperçue, parce que sinon, surtout chez moi en fait, vu que mon ordi est lent ces temps-ci, sans doute disque dur fragmenté ou le SSD qui commence à être en fin de vie, on ne sait pas. Voilà, on décoche la case aperçue et on va aller modifier ça. Par exemple, je vous propose de mettre en marge de tête 20 mm, en marge de pied 20 mm. En petit fond, on va augmenter à 30. Donc le but ici, c'est de mettre de l'espace entre le texte et le bord de la page pour donner un effet plus classieux au document et plus correct au niveau mise en page aussi. 20 en grand fond, donc les extrêmes. Vous cliquez sur OK et vous devriez voir sur n'importe quelle page que les marges ont bougé. Donc ça, c'est le bord de la page en noir ici. Et vous avez les marges en rose. Elles ont bougé partout. En principe, vous devriez voir ça assez facilement. Par contre, les images et le bloc texte n'ont pas suivi du tout. Donc ça ne résout pas notre problème. Sauf que manuellement, il faudrait les bouger toutes les images et tous les textes. Mais comme on n'est pas stupide, on ne va pas faire comme ça. Vous allez annuler ce qu'on vient de faire et on va le faire. Et cette fois-ci, on va faire en sorte que les images et les blocs bougent avec les marges. Donc, édition annulée. Donc, on vient d'annuler la modification des marges qu'on vient de faire sur tous les gabarits. Autrement dit, sur toutes les pages du document, puisque toutes les pages utilisent au moins un des gabarits. Et on va recommencer l'opération. Menu page, marge et colonne. Toujours avec la case aperçue décochée, parce que sinon ça va être trop lourd d'un point de vue informatique. Mais cette fois-ci, avant de modifier les valeurs, on va cocher « Ajuster la mise en page ». Tant qu'on y est, on va faire en sorte que dans l'ajustement de la mise en page, les polices de caractères se redimensionnent, donc ajuster la taille des polices. On ne va pas définir une taille minimale. On pourrait dire, tiens, oui, on peut réduire les polices si on réduit les marges, mais les polices ne peuvent pas aller en dessous de telle valeur de corps. Mais ici, on ne va pas cocher ça. On va, au cas où on aurait du contenu verrouillé, il va également être ajusté, donc ajuster le contenu verrouillé est coché.
Et vous allez modifier les valeurs comme on avait fait. Donc je vous rappelle, c'était 20 partout, sauf pour le petit fond, on avait mis 30. C'est une valeur que j'ai décidée là, arbitrairement bien sûr. Pour tous vos documents, il faut regarder visuellement ce que ça donne et choisir vous-même. Alors 12,7, ce n'était pas une valeur mauvaise. Il n'y aurait pas eu de problème chez l'imprimeur, il n'aurait pas dit que le texte est trop près du bord. Mais visuellement, ce n'était pas génial. Voilà, OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il me met un petit message, des objets et des calques n'ont pas été ajustés, oui, mais d'une manière générale, on remarque que les blocs ont été redimensionnés, ils collent toujours aux marges. D'où l'intérêt, quand on fait la mise en page, de faire coller les blocs aux marges roses, là. Alors, si je regarde... Oui, la numérotation, elle a changé. Hein. Le rectangle de numérotation s'est allongé, mais c'est pas très grave. Parfois, il y a des choses qui foirent. Hein. Alors, si je regarde ici les images, là, ben c'est nickel. Elle colle toujours au repère, mais c'est sans doute parce que le calcul a été fait le même sur les blocs images et sur les repères. Donc, en principe, ce sont les marges roses qui sont prises en compte pour faire ça. Ok, ben ça marche pas mal. Donc ça, c'est sympa. Ça veut dire que vous pouvez démarrer d'un document existant et modifier son aspect. Ses marges, notamment. Alors, ici, on va annuler. Une fois que vous avez vu que ça fonctionne comme ça, édition annulée. Voilà, donc on est à nouveau avec nos marges à 12,7 en haut, en bas, à gauche et 20 mm là au milieu. Alors, il est possible aussi de transformer un document vertical en un document horizontal ou inversement. Horizontal vers vertical, c'est ce qu'on va faire ici. Et de demander à InDesign, dans la mesure du possible, de repositionner les éléments. Après, il faudra parfois faire quelques petites corrections. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, anciennement, dans InDesign, je pense qu'il fallait que dans marge et colonne, ajuster la mise en page soit coché. Et, d'après ce que je me souviens, il fallait aller dans Fichier, Format de document, et faire passer le document en vertical. Mais là, il y a une fonction, ajuster la mise en page. Donc, vous n'avez pas besoin que dans marge et colonne, ajuster la mise en page soit nécessairement coché. Dans cette version-ci 2019 de InDesign, en tout cas, elle est suivante. Donc, vous voyez, dans page, marge et colonne, ce n'est pas coché. Et je vais dans, allez-y aussi, dans Fichier, ajuster la mise en page. Alors là-dedans, vous avez ceci à cocher. Ajuster automatiquement les marges lors des modifications. Voilà. Ensuite, vous avez ajuster la taille de police qui est coché. Définir les limites de taille n'est pas coché. Ajuster le contenu verrouillé est coché. Donc ça ressemble fort à ce qu'on avait précédemment dans l'autre boîte. OK. Et alors ici, on peut essayer de passer en vertical le document. En fait, il n'y a pas besoin que les gabarits soient sélectionnés quand on fait ça, parce que c'est d'office tout le document qui va être modifié. Voilà, ça va calculer. Espérons que ça ne se plante pas. OK. Alors, on va voir d'une page à l'autre. Eh bien, on dirait que ça a fonctionné. Ça m'a transformé le document horizontal en un document vertical. C'est toujours en train de travailler, ça bosse fort. Donc, très intéressant. Vous pouvez partir d'un document et l'ajuster vraiment de manière assez radicale. Bien sûr, tout ne va pas fonctionner. Il y a les positionnements des images qui sont parfois foireux. Il faut les repositionner dans leur bloc.
Oui, certains trucs ne fonctionnent pas. Mais enfin, par rapport à transformer manuellement tout, voilà, si vous ne connaissez pas l'astuce. Alors, le repositionnement des images, bien sûr, pour pouvoir repositionner les images, il faut aller dans la palette calque et aller déverrouiller le calque qui contient les images. Voilà. Cliquez avec la flèche noire sur l'image, enfin double-cliquez sur elle ou cliquez sur le réticule central et avec la touche majuscule éventuellement pour bouger sur l'axe, on va aller modifier ça. Bon, dans ce cas-là, pour mes deux bestioles là immondes, il va falloir peut-être que je redimensionne. Voilà, avec la touche majuscule, je prends une poignée du coin. Je repositionne. Mais oui, il y a de l'ajustement à faire là. Parce que contrairement aux marges qu'on avait faites précédemment sur le document qui était resté horizontal, on avait fait des marges plus grandes, les proportions des images restaient à peu près les mêmes quand même. Mais ici, pas du tout. On est passé d'images qui étaient horizontales vers des images verticales. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé avant de bouger, vous avez le preview dynamique. Voilà, on va enregistrer le document sous un nouveau nom. Alors, pour l'instant, il y a une chose qu'on pourrait encore faire sur le document, c'est modifier les marges. Parce que bon, on a fait en sorte que le document soit maintenant vertical, mais les marges sont toujours à peu près de 12,7 et de 20. Non, exactement 12,7 et de 20 au centre. Donc, ce qu'on avait fait sur le document horizontal, on peut le faire ici sur le document vertical. Et pour ça, il faut évidemment aller activer les gabarits, absolument. Donc, clic sur la page de gauche du premier gabarit, majuscule clic sur la page de droite du dernier, ils sont activés. Puis, menu page, marge et colonne. Allez modifier ceci d'abord, ajuster la mise en page, il faut qu'il soit enclenché bien sûr, avec les options là telles qu'elles sont là. Et puis, 20 mm, sauf pour le petit fond où je mettrai 30. Voilà, ok, et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, ça modifie tout. Super. Alors il y a des ajustements à faire. La gouttière entre les deux colonnes de texte est trop petite. Les titres, l'interlignage n'est plus bon. Enfin, peut-être qu'il n'a jamais été bon d'ailleurs. C'est un document qui est en cours de construction. Donc voilà, c'est génial quoi. Très intéressant de voir que quand vous faites un document InDesign, il n'est pas interdit de démarrer d'un document qui ressemble le plus possible quand même, mais un document différent de celui que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue à chaque fois et de recréer chaque fois tous les gabarits, tous les styles. Vous pouvez démarrer de choses existantes et les modifier. C'est l'idée ici. C'est l'idée de ce cours qui vous donne une base en InDesign. C'est pas de faire de vous des pros de la mise en page, mais que ce soit facile pour vous de faire des documents. Voilà, parce que communiquer, c'est toujours utile, même par papier, c'est utile. C'est flagrant vraiment que les images... Je reviens avec ma compagnie créole, mais ça chante quand même. Hein. Si. Ok, je vais enregistrer. Moi, j'adore la compagnie créole. Je suis traumatisé. Quand j'étais petit, ils n'arrêtaient pas de passer à la TV. Ok.